Merci Thomas pour ta présentation, c'est très sympa. Je me présente rapidement, Loïc Vinck, je suis développeur Android depuis déjà 10 ans. Alors c'est marrant parce que j'ai travaillé pas mal sur des zébras précédemment dans ma boîte avant. J'étais pour des applications pour des livreurs, donc les PDA durcis, les utilisateurs pas très précautionneux, etc. Je connais. Euh, Sinon aujourd'hui de quoi on va parler ce soir? Donc l'approche BDD dans le mobile, est-ce que c'est possible? On va voir ensemble ce que c'est l'approche BDD et qu'est-ce qu'on peut faire. Et également, juste pour vous dire, également, je suis en mission actuellement sur l'application Mon AXA. Donc je suis, comme Ypon, je fais partie d'une USN mais qui s'appelle Exact IT. Mais même si on est la concurrence, il n'y a pas de raison de partager ensemble les bonnes pratiques. Allons-y. Petit disclaimer, je le dis tout de suite, tester c'est douter. Non, c'est pas vrai. Tester c'est important. On va voir pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu de contexte. Aujourd'hui, c'est possible de faire sur le mobile, sur une application mobile des tests, donc toutes les approches TDD, les bonnes pratiques de craft. C'est pas parce qu'on est sur du mobile, de temps en temps, on peut se dire que on peut faire du quick and dirty comme je disais tout à l'heure, mais c'est important aussi de revenir aux bases et de faire les choses bien. Et T'as moyen d'enlever tes notes visiblement sur le partage d'écran, on voit mince, bon, tes attends. stickers notes. Ah, dommage. J'ai spoilé les gens à distance. Je sais pas comment tu peux les voir. Moi, j'aimais bien avoir les notes, mais sinon, tant pis, je vais la faire en impro. Non, c'est pas grave, regarde, je Je sais l'enlève. pas si je peux faire quelque chose de mon... C'est pas grave, t'embête pas, je l'enlève. Du coup, s'il y a des trucs que j'oublie, tant pis. Mais en gros, le talk qui se base en fait sur l'expérience acquise sur l'application Monaxa, qui a commencé from scratch en 2001. Donc c'est assez récent. On a eu la chance de commencer il n'y a pas longtemps. Du coup, on a les dernières, enfin tout du moment. On était en full Kotlin dès le début. Enfin, on a tout ce qu'on pouvait espérer en tant que dev. Donc c'est vraiment sympa. Donc l'idée, c'est qu'on a dès le début mis en place cette approche. Rapidement, attends, j'ai perdu le. Pardon. Hop, c'est bon. Rapidement, en détail, ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche BDD? On va voir aussi les TDD, parce que du coup, c'est aussi important. Qu'est-ce que c'est le langage Gherkin? L'atelier des trois amigos. On va voir aussi qu'est-ce que c'est l'example mapping. Comment on crée les scénarios de test et les avantages et inconvénients. Et on finira par une petite conclusion. Du coup, c'est quoi l'approche BDD? Donc, BDD, pas pour base de données, mais pour Behavior Driven Development. Donc c'est une méthode de développement agile, du coup dans lequel on va préciser donc le comportement qu'on attend dans les tests. L'idée c'est d'utiliser un langage naturel, le langage du métier. Donc là quand on commence, on est vraiment en dehors de la technique, on n'est pas encore dans le code. L'approche elle est un peu perturbante au départ, parce que ce qu'on a envie c'est ok, on a une feature à faire, on veut commencer dans le code, et en fait là non, il faut qu'on ait une réunion, et c'est gênant. Culturellement, on n'a pas l'habitude, on va pas se mentir. Et donc du coup, l'idée c'est avec ce langage, en fait, on va décrire les interactions, qu'est-ce qu'attend l'utilisateur et le comportement attendu. Et on va utiliser pour ça du coup les TDD également, donc qui vont permettre d'éviter les non-régressions. Et l'idée c'est d'écrire le code le plus minimal possible. Là, on rentre un peu sur le principe KISS. Du coup, c'est un peu l'idée qu'on a derrière. Qu'est-ce que ça les TDD? Les TDD c'est simple, c'est d'abord j'écris mon scénario de test, alors encore une fois c'est perturbant, mais en tout cas j'écris mon scénario de test, donc là effectivement je lance mon test, il n'y a pas de code derrière, donc évidemment des raids, il n'y a rien qui fonctionne, donc mon idée c'est de le faire passer en success, donc green, donc là j'écris le code minimal, donc vraiment un code qui n'est pas forcément qui respecte pas l'architecture au départ. L'intérêt, ce qu'on veut, c'est que notre code il soit validé, et ensuite seulement on arrive dans la troisième étape qui est du coup l'amélioration du code écrit. Et donc comme on a le test, ça nous permet en fait à chaque fois à relancer le test. Et si un jour je décide de refaire toute l'architecture de mon projet, en relançant les tests, en fait je suis sûr que du point de vue utilisateur, j'ai rien cassé. Et ça c'est quand même important. Ça évite les régressions. Le langage Gherkin, qu'est-ce que c'est? Il y a trois mots-clés dans le langage Gherkin qui sont importants. Donc du coup c'est le given. Qui va décrire le contexte initial, donc étant donné que, donc c'est là où je vais instancier et moquer toutes mes données. Le when, qui va décrire l'action de l'utilisateur, donc par exemple le when ça va être quand je clique,
alors du coup j'ai le comportement attendu, alors cette page s'affiche. Ce langage il est universel et du coup qui est compréhensif et qui va faciliter du coup la co-construction. Est-ce que ce métier va permettre justement à tous les intervenants du projet de comprendre. Donc aujourd'hui, si je fais justement un point avec du coup le PO, la QA et un dev, et même quelqu'un du métier, il va être capable de comprendre que quand je lui dis, étant donné que je suis sur mon application, quand je clique sur ce bouton, alors cette page s'affiche. Ça, tout le monde l'a compris, on n'a pas besoin d'être dev. Et justement, on va cacher et on va mettre en fait une abstraction pour que tout le monde se comprenne. Et du coup, ce langage, on l'utilise pendant l'atelier des trois amigos, où en fait, il faut imaginer que là, je suis sur mon Kanban, en daily, ok, le sprint vient de commencer, tu as toutes tes US qui sont dispo, ok, je me positionne sur celle-là. Première chose que je fais, j'organise un atelier 3 amigos. Du coup, un atelier 3 amigos, c'est un développeur, un PO et un QA, donc qui se regroupent pour affiner et valider les US. Donc à ce moment-là, on va commencer à discuter de qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Ça permet que tout le monde soit d'accord. De temps en temps, on ne va pas forcément penser à des choses. Donc la QA va dire, voilà, ce cas-là de test, il faut y penser. Le PO va bien exprimer le besoin, donc ça c'est important. Et nous, en tant que développeurs, on va bien le comprendre et on sait exactement à la sortie du 3A ce qu'il faut faire. Donc ça permet du coup une meilleure compréhension donc du coup de valider le périmètre des scénarios de test. Et pour ça, on va utiliser un example mapping, donc qui va servir de support. Là, j'ai un petit exemple d'example mapping. Donc, on va retrouver en fait tous nos éléments. Donc, on peut aussi déjà parfois avoir le 4A. Je dis 4A parce qu'on pourrait avoir nos amis designers qui nous rejoignent aussi. Ça arrive quand il y a des choses un peu, qui les concernent. Et on va commencer à établir les règles. Mais les règles, elles vont être établies à partir des exemples. Donc, je vais dire, OK, étant donné que je suis authentifié sur l'app, si je détiens un contrat, donc là, c'est un contrat auto avec un code UV. Si je clique sur la garantie Joker, alors je suis redirigé. Et de là, effectivement, on va définir la règle. Donc la règle implicite, c'est effectivement, je détermine en fait l'affichage du détail de mon avantage. Après, on a une partie question où on va mettre, là, on précise le scope de cette US notamment. Donc là, ça concerne que les garanties mon auto. Pour rappel, que ça fait des assurances auto, habitation, enfin tout un tas de sujets. Ensuite, on va passer à la création des scénarios. Donc là, maintenant, le 3A est fini. On va rentrer un peu plus dans la technique. Donc là, à partir de notre example mapping, donc j'ai mes scénarios qui sont définis. Donc on les retrouve. On va avoir les différents steps qui sont là. Donc étant donné que, où je vais toujours pareil instancier mon contexte. J'ai le et que. Donc ça c'est pareil, on verra après. Ça permet d'établir en fait, de moquer aussi les données que j'ai besoin. Donc le quand, le comportement qu'on attend, et le alors qui va être le comportement attendu. Pour utiliser, pour lire le lecteur de scénario Gherkin, on a utilisé Cucumber pour Java. Dommage, il n'est pas encore compatible pour KMP, on espère. Mais en tout cas, voilà, ça viendra peut-être. Mais après, comme là, le test est toujours un peu en retard, peut-être ça viendra. Mais en tout cas, voilà, avec Cucumber, ça fait le café, comme on dit, et on s'en sort pas mal. Donc du coup là on va voir qu'est-ce que j'ai derrière mes steps. Donc là on retrouve nos phrases. Donc la phrase, étant donné que je suis authentifié comme donc là j'aurai une string en paramètre et avec le cas donc une string. Donc là en fait ça va me permettre en fait à partir de ce cas, donc en passant en paramètre un nom d'utilisateur et un cas. Donc celui-là il est vraiment générique, c'est celui qu'on a quasiment dans tous les steps. Et en fait de là je vais pouvoir récupérer en fait un fichier JSON. Donc on a une classe API dispatcher qui va récupérer dans les ressources en fait. Donc on a des fichiers JSON qui sont en statique, du coup dans les assets, et on les récupère, et ça permet en fait de récupérer un JSON de manière à simuler la réponse de l'API. Donc on a vraiment ce qu'on attend comme données, et ça permet en fait de moquer ce que nous envoie l'API. Et donc là, je disais tout à l'heure, on a aussi, je suis sur la page détail, donc là c'est pareil, ça nous permet d'initialiser notre ViewModel, parce qu'on a une classe ViewModelProvider qui va servir justement à moquer ces ViewModels, et notamment toute la partie injection de dépendance qu'on va mettre dedans. Donc elle fait tout ça, et derrière, mon ViewModel, effectivement, je pourrais l'utiliser sur le scénario, donc du coup sur le déclenchement de l'action utilisateur. Donc là c'est du coup quand je clique. Donc quand je clique en fait dans mon ViewModel, j'ai une fonction add-on event, donc je vais lui passer un event, et là effectivement c'est en l'occurrence l'event ouvrir page détail
Et donc du coup, comme le viewModel fonctionne, il va vraiment appeler la fonction correspondante. Donc c'est moqué, mais en fait on est vraiment dans le code qui est utilisé par l'app et ce que fait vraiment l'application. Donc c'est tout l'intérêt. Et pour ça, voilà, c'est une simulation de ce qui est fait, mais c'est quand même du réel puisque c'est ce qu'on appelle dans le code. Donc si un jour je décide de changer ce qui se passe derrière, ouvrir page détail, je n'ai pas forcément besoin de changer mon scénario. Lui, quand il va se lancer, il va juste vérifier que ce que j'attends se passe toujours. D'ailleurs, ce que j'attends, c'est donc du coup dans le alors. Et alors, je suis redirigé. Alors là, je suis sur un cas où effectivement, on n'est plus sur une redirection de page. C'est ce que je mets après. On pourrait avoir d'autres cas. Par exemple, ça pourrait être alors l'encart envoyez vos justificatifs et afficher. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'on a choisi, alors c'est vraiment un choix, mais on teste que la valeur attendue. Et là, dans le cas de notre projet qui est en compose, comme je disais au début, on a eu la chance d'être full compose dès le début, pas de migration, donc c'était vraiment sympa. En fait, on teste plutôt la valeur du state. Donc là, il faut imaginer que j'aurai un state avec encart affiché, encart qui serait à false ou à true. Et donc au niveau de la vérification, je teste juste que en fait, l'encart en fait, est bien un true ou false selon que j'attends que l'encart soit affiché ou pas. Donc tout l'intérêt, c'est on s'est arrêté là, on s'est dit qu'effectivement la partie design, elle peut changer régulièrement. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas aller, de pas aller tester la partie graphique et de vraiment se dire ok, est-ce que l'encart est affiché ou pas. C'est ça qu'on attend pour l'utilisateur. L'utilisateur, il n'attend pas un encart affiché en rouge, orange ou que sais-je. Donc l'idée, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est oui ou non, est-ce que c'est affiché. Voilà. J'essaie de me timer un peu, je sais pas trop où je suis ça. Hop. Alors, on va passer aux avantages. Des avantages, j'aurais pu en mettre encore plus. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, des fois on se dit la doc, c'est embêtant, c'est chronophage. Mais en fait là, elle existe déjà. Parce qu'en fait, l'app, finalement, elle est auto-documentée. Donc si je vais dans mes scénarios et que je lis ok, sur cet écran là, qu'est-ce que j'attends, j'attends que quand je clique sur cette page, ce soit redirigé sur l'écran de détail. Donc j'ai quand même une live doc qui se fait en général assez vite, une compréhension plus fine des fonctionnalités, parce que du coup justement avec ces 3A, ça permet effectivement plutôt de recevoir une US, de se dire ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire, je comprends pas trop. Là on peut poser la question en direct au PO, donc c'est intéressant. Ça permet aussi du coup d'avoir un code minimal qui répond aux besoins, parce que mine de rien, ça évite aussi le over-engineering. On ne part pas dans tous les sens. On a fait ce qu'il fallait, ça fonctionne, le scénario est passé, ça respecte l'architecture qu'on s'est fixée, c'est passé au niveau de l'APR, enfin voilà, c'est propre, etc. Le linter t'a dit OK, tout est correct par rapport au standard qu'on s'est fixé, donc on se dit OK, on n'a pas besoin de faire plus, donc ça c'est cool. Du coup, c'est ça qui amène une bonne qualité de code. Et de l'app de manière générale, parce qu'aujourd'hui, on est content de se dire que on a un crash free de 99,8. C'est peut-être un peu plus de 8. Je peux préférer dire 8 pour ne pas être trop ambitieux. Pour 1 million d'utilisateurs réguliers, on a 2 millions de téléchargements, donc on se dit que c'est pas si mal. Les notes sur les stores reflètent la bonne qualité de notre travail. Donc tout ça, c'est pas inutile. Oui, c'est pas inutile. Maintenant, effectivement, il y a aussi des inconvénients, il faut être honnête. Notamment la mise en place d'un environnement de test qui a nécessité du temps au démarrage. Donc quand l'application a démarré, toutes les classes qu'on a vues tout à l'heure, API Dispatcher, ViewModel Provider, etc., ça a nécessité quelques sprints de mise en place. Maintenant, on se dit qu'aujourd'hui, ce temps qu'on a passé au départ, il est largement compensé par le nombre de bugs réduits. Si je prends un des derniers bugs qu'on a eu en prod, c'était des logs qui ne s'envoyaient pas. On dit que ça va. Pour l'utilisateur, c'est transparent. C'est juste le marketing qui nous a dit que quand il était sur cette page, il n'a pas eu le bon tag. Bon, on aurait pu faire mieux, mais dans le fond, c'est pas si mal. Il y a un temps d'apprentissage du métier. Parce que ça permet par exemple, là, en l'occurrence chez AXA, effectivement, il y a plein de spécificités entre les différents contrats, les différents réseaux d'agents, etc. Et ça force aussi à connaître le métier. Mais du coup, ça permet aussi, c'est que j'ai mis, du coup, qui est transformant d'avantages. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit la liste d'avantages, en fait, dans les inconvénients, pour moi, c'est quasiment devenu, les inconvénients, c'est quasiment devenu des avantages, en fait.
parce que ça s'est enfin voilà, ça s'est arrangé. Et par contre, il y a un temps d'exécution des tests. Parce qu'aujourd'hui, on a 4000 tests, effectivement. Donc sur la pipeline, quand on lance tout ça, c'est un peu long. Alors le petit truc qu'on fait quand on est en dev sur une feature, c'est que généralement, comme on a nos différents fichiers qui sont dans différents packages, on lance juste le package. Par exemple, si je travaille sur l'auto, bon, je vais lancer que les tests qui concernent sur l'auto. Évidemment, la pipeline, elle, va tous les lancer, mais quand je suis en cours de dev et que je suis en train d'itérer, j'ai pas besoin de relancer sans cesse la pipeline, de la monopoliser pour rien. Une des améliorations qu'on peut faire aussi pour réduire ce temps, c'est aussi, là aujourd'hui on est sur une machine virtuelle, on pourrait se dire qu'on utilise 4 machines virtuelles, c'est possible, là, il y a une option qui est possible de ça. Effectivement, ça pourrait évidemment diviser le temps par 4. C'est du test fonctionnel avec des vrais devices? Ouais. Non, alors là, on les a au niveau de la. Tu lances en fait tu lances ton. Enfin, tu as besoin de lancer ton émulateur, mais c'est pas un Selenium ou. Enfin, je sais pas si vous connaissez Selenium, mais en gros, c'est vraiment sur ton navigateur où ça lance en vrai. Là, ça simule tout ça derrière. Mais tu as besoin d'un émulateur quand même. Oui. Ouais. D'ailleurs, on utilise encore Genymotion qui survit. Qui survit, hein. Il était là depuis. Ça fait un moment qu'ils sont là. On a encore des licences chez eux, donc. Voilà. Et après, que vous dire d'autre? Pourquoi pas vous? J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, moi, quand je suis arrivé sur le projet, alors je suis pas arrivé au tout début, mais ça fait 1 an et demi dessus. Et je suis particulièrement convaincu en fait de cette méthode, parce que effectivement, c'est pas forcément facile à mettre en place au départ. Il y a un petit coût, il y a un petit ticket d'entrée en termes déjà d'acculturation. On disait tout à l'heure, faire des tests d'abord avant de commencer son dev. On a envie de commencer le dev, mais c'est dur. Après, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est intéressant. Et puis aujourd'hui, je me dis qu'en 1 an et demi, du coup, j'ai un bon scope de lab, de ce que fait tout l'app, etc. Donc c'est quand même intéressant. Et là où je me dis que c'est même encore bien, c'est qu'on a des anciens qui sont partis du projet, qui sont arrivés sur d'autres projets et qui se sont dit non mais les gars, il faut absolument qu'on fasse du BDD. Donc je me dis qu'ils sont convaincus, ils propagent l'approche BDD dans le mobile. Donc c'est que c'est intéressant et les projets dans lesquels ils travaillent adhèrent aussi là-dessus. Donc de toute façon, il ne faut pas avoir peur. Là, on a eu la chance de commencer from scratch, mais maintenant, prochaine feature, vous pouvez très bien commencer l'approche BDD que sur cette feature, telle une migration de Kotlin. Tout s'est pas fait d'un coup, on fait bloc par bloc. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça et en tout cas de la tester, de voir un peu ce que ça donne, et puis de se dire voilà, comment je peux avancer dessus, quoi. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Merci. Ouais. Oui, j'ai une question sur le coût de la mise en place de ce procédure-là, parce que pour AXA, qui je pense qu'il y a les moyens pour mettre en place, pour les peu plus petites structures, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ton coût, c'est ce que je disais tout à l'heure oui, effectivement, l'inconvénient, c'est le premier frein qu'on va te sortir, c'est ça, c'est la mise en place, te prend du temps. Mais si ton app à terme, t'as presque plus de bugs, etc., et qu'en termes de maintenance, si tu veux, effectivement, faut voir ça comme un investissement. C'est pas évident à vendre pour le métier, mais maintenant, si effectivement, il faut réussir à placer le curseur de la satisfaction de tes clients. Après, c'est pas toujours facile. J'ai aussi travaillé dans des petites structures, donc je sais les problématiques. Il faut que ça sorte et puis on verra après. Le problème, c'est qu'une fois que c'est sorti, on n'y retouche jamais et ça reste comme ça. Il faut être honnête. Tout le monde le voit, ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir. Après, effectivement, là, sur le projet AXA, on a eu la chance effectivement d'avoir une équipe assez structurée, PO, on a de la QA, etc. Ça permet de mettre en place le 3A. Maintenant, c'est pas parce que, enfin voilà, il faut, même si effectivement c'est du temps, pas forcément l'approche BDD de la mettre complètement en place, parce que là, effectivement, on a sorti un peu l'artillerie lourde. Enfin, il y a vraiment tout. Maintenant, est-ce que l'approche, c'est pas déjà d'être sur des TDD, tu vois? Si tu arrives déjà à glisser tes tests unitaires, enfin, c'est déjà une première approche. Même toi, en tant que développeur, tu vois, tu peux te dire très bien, je vais tester toutes les assertions, je vais tester toutes mes valeurs que j'attends en sortie. Ça peut passer dans le cours de ton dev et ça coûtera pas plus cher, tu vois. Ce que le plus difficile, c'est convaincre le métier de commencer à participer un peu plus activement au projet. Après, c'est vrai que
sur un environnement qui est agile, avec un bon Scrum Master qui est aussi conscient de ses problématiques et qui veut faire avancer les choses, ça peut être Oui. ça peut aider, quoi. Merci pour le talk. Moi j'ai une question qui va un peu dans le même sens, c'est au niveau de, je sais pas si vous faites du chiffrage en préparation de... Bah, oui, il y en a forcément. Est-ce que toi tu as une règle justement pour intégrer les étapes supplémentaires de Tres Amigos et de... Bah alors en fait, là maintenant, le chiffrage, il était, enfin on va dire que c'était au départ quand la méthode qu'elle a dû être, plutôt intégrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des refinements et qu'on dit ok, tu vois, mon US elle va me prendre 1 point, 3 points, 5 points, on sait déjà la charge et quelquefois on charge des trucs en disant ok, il y a juste un wording à changer. Oh, ah non, bah là on est obligé de mettre 2 points parce qu'il va falloir changer les BDD, machin. C'est un peu le pendant de tout ça. Donc oui, on le rajoute dans le temps qu'on fait, mais encore une fois, ça nous permet quand il y a la recette, de voir arriver moins souvent des bugs et de les anticiper. Donc du coup, au final, effectivement, sur une version court-termiste, tu vas dire bah voilà, j'ai passé plus de temps là, et sur ce sprint-là, j'ai passé plus de temps, mais en fait, c'est du temps que je ne vais pas passer dans 3 sprints ou quand je vais avoir ma recette et que je vais avoir une tonne de bugs qui vont me tomber dessus. C'est bien d'être dans l'assurance pour pouvoir dire payer maintenant pour pas payer plus tard. Ouais, bah là c'est on s'assure la tranquillité pour la suite. Bien vu, je l'avais pas pensé ça. J'essaierai de la placer à l'occasion. Voilà. Après, effectivement, il faut c'est un projet effectivement où il y a beaucoup d'intervenants, donc en tout cas on était obligé de mettre en place un flow de travail pour que ça marche bien. Et effectivement, tu as parlé du fait que ça permet aussi de discuter avec toutes les personnes de l'équipe. Et je pense que, moi je l'ai déjà pratiqué, effectivement, ça a cet avantage de rendre transparent vraiment les fonctionnalités et que chacun puisse intervenir directement. Bah, l'idée c'est qu'en plus on permet ça permet de tous se comprendre au même moment, et des fois il y a des mails, l'autre on comprend pas, qu'est-ce qu'il m'a dit, je sais pas, ça peut être mal interprété, etc. Alors que là du coup c'est vraiment le langage métier, tout le monde se l'approprie. Ok, quand tu parles de ça, on peut faire répéter la personne et dire ok, tu parles bien de ça, etc. Et ça c'est déjà un début d'approche ok, je spécie bien mon besoin et je comprends en fait ce qu'attend le métier. Et plus j'ai compris ce qu'attend le métier, plus ma solution technique va aller dans le sens de ce qui est attendu, et voilà, derrière meilleure satisfaction, etc. quoi. Voilà. C'est à propos au niveau des tests et la remarque sur on ne teste pas le design. Or que techniquement le designer il fait partie de l'équipe de dev, et le fait qu'on soit un petit peu qu'il soit un peu mis de côté, je trouve ça un peu étrange qu'il soit pas mis dans le pré-Amigos. C'est quand même testé, mais pas via les BDD, c'est-à-dire qu'on a quand même une recette où justement les designers vont passer dessus, et là ils sont mis à contribution, mais on va avoir du mal, tu vois, là, si je reviens sur ce qui est, tu vois, la vérification du comportement attendu. Donc là, le fait que, toi, j'ai une assertion, vérifier que, toi, j'ai bien ma valeur qui correspond à ça, je vais avoir du mal, tu vois, je sais pas, à aller tester, est-ce que mon composable, tu vois, il a bien telle dimension, etc. Parce qu'au niveau design, on va avoir du mal à tester ça de cette manière. Par contre, eux vont passer dessus en recette métier et te dire, voilà, ok, ton composable, tu vois, il est pas bon. Et d'ailleurs, ce qu'on fait même, c'est que du coup, chaque fois qu'on valide une US, on a ce qu'on appelle un pair test, donc du coup avec le testeur. Et si effectivement ça concerne un élément graphique, les UX ou les UI il y en a toujours un qui est convié pour valider en séance avec lui. Ok, ça correspond bien à ce qu'on attend. Ok, alors là, il va te dire, oh, il y a 2 pixels à gauche qui dépassent de trop, toi tu l'as pas vu, alors que ça fait 2 jours que tu es sur l'écran. Mais lui, il va arriver tout ça, non, ça va pas du tout. C'est un grès 600, moi je veux un grès 700. Ah bon, j'avais même pas vu. Voilà, ça, pour le tester de cette manière, on va avoir du mal. Ce sera de l'automatiser en tout cas. Il y a toutes les solutions du snapshot testing ou même avec Roboelectric, on peut tester les valeurs du rendu, pas exactement après, nous on s'est dit que là pour le coup c'est un choix, oui. Mais on pourrait aller plus loin, on pourrait faire ce que tu proposes, mais c'est un choix parce qu'on s'est dit que la partie UI elle était assez volatile
Et tu vois, si jamais ils refont les maquettes, tout machin, tout, on serait obligé. Là, on travaille aussi en ce moment pas mal sur l'accessibilité pour rendre notre app accessible. Voilà, c'est un des sujets aussi du moment. Donc, on avait tous nos liens qui n'étaient pas en 48 dp, donc zone cliquable comme il faut. Donc là, il a fallu revoir tout le design, etc. Ils ont changé sur tous les écrans où il y a un voir lien, et je pense qu'il y en a. Enfin, il y en a beaucoup. On aurait dû changer tous les tests correspondants pour lui dire, enfin, de modifier les tests pour lui dire, ok, refaire tous les snapshots aussi. Enfin, tu vois, ça aurait été vraiment beaucoup de temps. Mais l'accessibilité, c'est bien quand même dans le process de développement. Donc mais nous, enfin, je pense qu'on est plutôt. On a un talk aussi sur l'accessibilité, si vous voulez. Mais, non, mais je on est comprends plutôt, que chacun non, mais on est plutôt. approche. Ouais, non, sur l'accessibilité, je pense qu'on est plutôt. Enfin, on avance dans le bon sens parce qu'on a été pas mal acculturés. Il y a eu beaucoup de formations. On a un audit en fin d'année et on avait eu un audit l'année dernière où on a eu beaucoup de remédiations qu'on a traitées. Donc aujourd'hui, sur le client, je ne sais pas s'il voit. Enfin, c'est tout bête, mais sur le formulaire de contact, toi, je ne sais pas si tout le monde connaît Tollback, mais en gros, c'est un lecteur d'écran que tu peux activer et ça lit à l'utilisateur ce qui est à l'écran. Et aujourd'hui, nous, quand on est dans mon compte, on a son numéro de téléphone Astérix pour cacher une partie. Et bien là, en fait, on a le lecteur d'écran, lui, il va lire, pour des raisons de sécurité, votre email, commençant par 06 et finissant par machin, a été crypté. On a vraiment travaillé une user experience accessible aussi. Donc c'est pour ça que sur ce sujet-là, on a beaucoup travaillé et on a fait des refontes justement de pas mal d'écrans. Et c'est pour ça que la partie de design, pour dire ce que je disais au début, de notre point de vue, elle reste quand même assez volatile. On n'oublie pas l'accessibilité. Je crois qu'on est pas mal à terme, je crois que c'est 80% qu'il faut atteindre pour pouvoir mentionner, être accessible pour les applications grand public au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Je ne sais plus c'est quoi exactement. Donc vous testez quand même l'accessibilité. Oui. Okay. Ah oui, Okay. J'ai une collègue testeuse dans la salle qui peut te le confirmer. Elle fait ça très bien. Elle a un super podcast si vous voulez écouter l'accessibilité en plus. Vas-y, donne-la. Hein je peux vous l'envoyer je vous l'enverrai sur le groupe. Mais ouais, elle a fait un truc super sur l'accessibilité. Merci. Du coup, c'était plutôt cool comme talk et en plus ça donne envie pour d'autres frameworks de faire du BDD. Je n'aime pas forcément d'Android et je vois avec cette gestion d'état, etc. que c'est possible en testant la logique de faire du BDD. Donc c'était plutôt cool. Ma question c'est au niveau de la hiérarchie, il y a forcément des tests qui reviennent. Par exemple, je suis connecté à la app en tant que, j'imagine que c'est un truc que tu utilises tout le temps. Comment tu fais au niveau de la structure de tes tests pour dire, écoute, ce test-là, j'utilise tout le temps, alors je le mets tout en haut ou, tu le mets tout en haut. Attends, je reviens dessus là pour le. Pas Cucumber, tu peux répéter les tests avec. Clairement, si tu veux, cette phrase, tu vois, étant donné que je me suis authentifié que. Nous, on l'a rendu générique exprès, parce que du coup, c'est ton contexte. Et le jour où je vais traiter de la santé, je vais me connecter comme Pierre, avec le cas, du coup, et je vais appeler un JSON, tu vois. Donc, le scénario que j'ai derrière, justement, je me suis authentifié comme on lui a affecté des paramètres, du coup, on peut appeler derrière ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai appelé Jean. Du coup, je vais chercher dans le répertoire, tu vois, Jean, ce dossier. Mais pour Jean, je pourrais appeler santé, enfin tout un tas de assurance habitation, tout ce que tu veux. Donc en fait justement on a essayé de rendre les scénarios les plus réutilisables possibles, notamment tout ce qui est du contexte. On l'a fait comme ça avec des paramètres. Donc on a aussi des cas où tu peux carrément passer un tableau en gros où tu peux avoir, tu vois, je pense à un affichage de garantie où tu auras des titres sous-titres. Et du coup tu vois j'ai un tableau où j'ai ce titre et le sous-titre qui est attendu, et tu vois en cascade, et après ça se joue en fait sur une table sur plusieurs trucs. Donc j'ai pas un scénario pour chaque ligne, j'ai un tableau que je lui envoie. Et là le JSON ressemble à quoi du coup? Comment? À quoi ressemble le JSON? Le JSON, ça dépend de ton API. Okay. Nous vraiment, quand on commence à créer un truc, tu appelles ton API, tu as le JSON, et ça devient ton truc de test, et c'est l'attendu quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'on l'a vraiment moqué. Et c'est des vraies fausses réponses en fait
ça part de ce que nous renvoie l'API. Ok. Donc ici c'est par exemple le user. Ok, ouais. Dedans, tu peux avoir tout ce que tu attends et après, c'est pour ça que du coup, ouais. en faisant ça, ça nous permet que quand tu appelles ton ViewModel, tu vois, avec toute la mécanique de l'API Dispatcher, alors j'ai pas voulu trop remplir dedans parce que ça c'est un peu la tambouille maison, mais derrière en fait ça va simuler un appel retrofit et en retour, tu vois, tu vas avoir ce JSON. On a donc l'API Dispatcher concrètement il fait ça. Ok, je lui dis va chercher dans tel répertoire, lui il me renvoie le JSON et ensuite après ton ViewModel il va aller consommer le JSON que tu lui as envoyé. Donc c'est tout l'intérêt du truc, c'est que tu simules en fait, on aurait pu faire un truc avec, c'est pour ça qu'on a quand même mock web server, tu vois, parce qu'on est quand même, on a moqué ça, mais tu vois, on simule vraiment ce que fait Retrofit et après on consomme vraiment notre JSON. Ok, merci. Du coup, j'aurais une autre question. Comme vous moquez les JSON, je suppose que vous avez plusieurs JSON. Est-ce que ça alourdit pas beaucoup le projet lorsqu'il faut le télécharger du GitLab ou GitHub comme il y a plusieurs JSON ou ça va? Ça va, c'est pas. Après, quand ils sont buildés, de toute façon, quand on build, les JSON ne sont pas là. Donc après, alors que c'est peut-être quand tu fais ton checkout que ça peut être un peu long au départ, mais après, ça prend pas. C'est pas gênant quoi. Ok, ça va alors. Gradle nous a rendu la passion, donc là en fait. D'autres questions? Merci pour le talk. Moi j'ai une question un peu sur les cas un peu complexes où tu as plus qu'un JSON en entrée. Tu as une SharePref ou une base de données et tu as un gros agrégat de données pour avoir ton résultat. Alors base de données on n'a pas parce que nous notre app elle est vraiment juste consommatrice d'API. Par contre en SharePref on a aussi là dans texte contexte tu vois on a mock web server mais on mock aussi les préférences. On le fait les SharePref on le fait. Si on le fait. Parce qu'on a tout des cas où tu peux l'utiliser. Donc on les mock aussi. Et côté archi, tu as quelque chose en dessous de ton ViewModel ou tu tapes directement tu as des espèces de repos ou pas du tout? Quand tu dis au niveau archi. Ouais, genre là tu as ton ViewModel et derrière après tu vas taper. Ah, on est vraiment. Après, bon là je t'ai passé le détail, mais on a nos couches, tu vois, domaine, data, etc. On est vraiment sur la clean archi, le standard tu vois, avec ton repository dans le data, etc. Là tu vois, l'API Dispatcher, il fait ça. Avant d'arriver au ViewModel, t'es passé par ton repository, ton use case, ton interactor, le schéma classique. Justement, ce qui est bien juste par rapport à ça, c'est que au départ, on écrit un code minimal. Donc à la limite, tu es dans ton ViewModel, tu écris ton code. Et après, tu vois, ton test, il devient indépendant de ton archi. Et peu importe ce qui se passe, alors que tu fasses bien ou mal, ça c'est un autre débat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça après, nous, c'est au niveau, quand tu pousses ta PR, est-ce qu'on a respecté les bonnes pratiques qu'on s'est fixées. Mais en tout cas, ton test, lui, il n'est pas dépendant de ton archi. Ce qui permet, si tu décides de refaire ton archi, ton test, justement, te permet de confirmer que tu as toujours l'attendu. Et tu pourras. Parce que souvent, les équipes elles ont tendance à faire leurs tests par couche. Du coup, là, tu as une approche là, en fait, il faut, là, il faut imaginer qu'on est vraiment sur des tests, on va dire fonctionnels, tu vois. C'est le comportement qui est attendu. On n'est pas sur du test unitaire. Sur du test unitaire, tu vas être par couche, etc. Là, on est des tests un peu de comportement. C'est-à-dire, ok, quand je clique dessus, j'ai ça qui s'affiche. Donc là, c'est pour ça que tu t'abstrais de tes couches. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe derrière parce que toi, ce qui compte, c'est bien, au final, pour faire le parallèle, c'est bien ton alors, et alors la page elle s'affiche. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé, en fait, comment a été construit le projet. C'est pour ça que du coup, un des intérêts aussi, c'est que tu fais du code malgré tout minimal parce que tu t'attaches, en fait, ta priorité, c'est qu'est-ce que ton app va faire. Alors je sais qu'on aime tous bien faire les trucs en disant « Ah, attends, il y a une nouvelle techno, il faut que je l'implémente et tout. » Mais est-ce que ça apporte vraiment de la valeur à ton utilisateur final? Bon. Il y a des gens de mauvaise foi, ça arrive. Non, je plaisante. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que tu peux le faire, tu vois, mais peut-être dans un second temps. Là, quand on était tout à l'heure, c'est dans la partie refactor. En tout cas, il faut déjà que tu passes tu vois, il faut que ton test passe. Que la première itération, c'est j'apporte de la valeur à mon client.
Ça fait ce qu'il avait besoin, et après, j'aurai le temps de refactorer derrière. Mais si je commence à faire le refactor d'abord et partir dans tous les sens, je vais rallonger mon délai de livraison. Donc, alors qu'une fois qu'il a le client, il a quelque chose pour jouer avec son petit zébra là, en magasin, là, je le parlais tout à l'heure, là au moins il était tranquille pour faire ton opt-in. Par contre, si tu te dis ah non, t'en es où, t'as déjà livré l'app et que toi t'as rien livré, et ben là t'as un peu plus de pression d'un coup. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que cette partie-là tu peux la refaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'arrive au bout des réponses là. C'est-à-dire que t'as soif? Ouais. Aussi. Eh ben, merci beaucoup. Ah. On peut décaler après. Ouais. Ben, merci Loïc. Merci. Puis je l'ai pas dit, mais merci à Ypon et au POG.